Oui. Pas de questions? Voilà. Merci pour l'exposition, tout d'abord. Ma question, c'est en fait que, comme nous savons, bon, voilà, la discrimination elle est sous-jacente, comme le préjugé, les stéréotypes. Et là, le travail, il est tout ailleurs. À ce niveau-là, est-ce que vous pouvez également nous donner certains détails que l'État belge joue alors dans différentes politiques? D'abord, étant donné que c'est vraiment le jus de la discrimination, ce sont ces deux-ci qui conduisent quelque part les personnes à agir d'une manière discriminatoire. Et quelques détails, peut-être un peu plus de détails à ce niveau-là, et voir quel serait le combat nécessaire pour, d'une part, combattre les préjugés, et d'autre part, les stéréotypes qui conduisent justement ces gens à être discriminants. Merci. En effet, la question des préjugés est beaucoup plus large que la question des discriminations. Le centre n'est pas sur un îlot, il n'est pas tout seul. On agit avec des acteurs divers, avec des associations. Je pense que sur la question des préjugés, c'est plus le rôle de l'enseignement et de l'école de travailler là-dessus. Ce que fait le centre sur la question des préjugés, on a un service d'intervention, un service de formation, et on donne de nombreuses formations sur ces questions-là notamment. Alors, on va intervenir par exemple dans les services publics. On va donner des formations au personnel qui engage les personnes pour qu'elles évitent de discriminer sur base de stéréotypes et de préjugés. On a un partenariat avec la police belge. Et donc, on va donner des formations de manière récurrente aux services de police pour que, justement, ils soient aussi conscients des préjugés et des stéréotypes qu'ils ont et qui les amènent à intervenir de manière différente vis-à-vis de certains groupes de la population. Et donc, je vous rejoins, stéréotypes, c'est beaucoup plus large et c'est un challenge beaucoup plus grand que la lutte contre les discriminations. Mais je pense que nous, on peut travailler à notre niveau, mais vous tous, en fait, dans vos associations, c'est votre travail aussi. On n'est pas les seuls à travailler là-dessus, clairement. Oui, bonjour. Je suis la présidente de l'ASBL Turquoise Wallonie. J'avais une petite question, je suis arrivée un peu en retard, donc vous en avez peut-être sûrement parlé. Ce qui me fait peur, ce qui me dérange un petit peu, c'est le cadre légal pour juger justement tout ce qui est discriminatoire et, je veux dire, harcèlement, etc. Puisque dans une même situation, par exemple, je reviens avec votre exemple de la dame voilée, dans un cas, elle a continué à travailler, dans l'autre, on a jugé qu'elle ne devait plus travailler alors que c'est deux postes identiques. Donc le résultat est différent pour une même situation. Donc ça me fait un peu peur, je veux dire, que pour un même cas, on puisse avoir deux résultats différents. Je comprends tout à fait, nous aussi ça nous fait peur. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les juges interprètent et disent le droit et la loi de façon conforme aux droits de l'homme finalement. Parce que c'est ça aussi, nous on fait une petite partie du travail, mais notre vision cadre dans une mission plus large de droits de l'homme. Et la loi telle qu'elle existe n'explique pas tout. Il y a des choses qui doivent être interprétées par les juges. Pourquoi est-ce que la loi a été rédigée comme ça? Parce que simplement la réalité est tellement diverse et tellement nuancée que c'est impossible de tout prévoir. Et donc, on fait confiance aux juges. Mais, évidemment, c'est pas seulement dans ce domaine-là, c'est dans énormément d'autres domaines où on peut avoir des jugements contradictoires. C'est pour ça aussi que nous, parfois, de façon plus stratégique, si on a un dossier il y a des dossiers où on a déjà été, quand on sait qu'il y a des bonnes chances aussi, on essaye d'aller à des niveaux plus élevés, on essaye d'aller en cassation, on essaye d'aller au niveau européen par exemple, parce qu'il y a des cours au niveau européen, et alors tous les juges belges seront tenus de respecter ça, même chose avec la cour de cassation. Mais pour ça, il faut avoir des bons dossiers, pour ça il faut quand même avoir espoir que ça va
être dans notre faveur, parce que si on va en justice, en cassation par exemple, ou à la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'on a une décision dans l'autre sens, c'est encore plus dangereux. Donc voilà, nous aussi on se bat pour avoir un standard des droits de l'homme qui corresponde au standard international, mais surtout sur aussi des cas parfois qui sont dans la société un peu délicats. C'est difficile parfois d'obtenir une jurisprudence. Je réinterviens, mais vous aviez parlé d'interprétation, donc les juges sont quand même humains, donc c'est un petit peu relatif par rapport à ces personnes-là, au niveau du jugement. Est-ce que des barèmes d'évaluation n'existeraient pas pour chaque domaine? Par exemple, pour le harcèlement, le fait que vous ne me regardiez pas quand je suis au boulot, les collègues me nient, c'est peut-être à l'échelle le type de harcèlement le plus bas, mais c'est un harcèlement. Ça peut être aussi harcelé, bon, s'il m'attrape dans le couloir et qu'on me frappe, c'est aussi un harcèlement. Donc, le mot harcèlement peut être sur différents niveaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un barème d'évaluation bien objectif pour tout ce qui est discrimination? Le problème alors, c'est qu'on risque de laisser de côté certaines situations. Bon. Mais le système judiciaire, enfin dans l'esprit des différents pouvoirs en Belgique, on a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, on part du principe que les juges sont impartiaux déjà, et on part aussi il y a l'obligation de motiver pour les juges. Et avec chaque fois un contrôle possible, jusqu'en cassation, avec un contrôle possible de leur motivation qui doit être du coup objective, et aussi sont obligés de respecter la jurisprudence internationale. Mais en fait, ce qui est très important dans le droit, c'est que les juges créent un peu aussi la loi. Et c'est ça qui crée parfois une insécurité, et nous, on tâtonne parfois aussi. Voilà, malheureusement, le système judiciaire n'est pas une garantie à 200% d'obtenir la vérité ou d'obtenir la justice. Mais je pense que dans une démocratie, voilà, c'est nécessaire quand même, c'est bien que ça existe. Et on fait aussi des formations aux magistrats, par exemple, sur la loi antidiscrimination. Donc, parce que les magistrats ont aussi affaire à énormément de matières différentes, et donc parfois n'ont pas une sensibilité avec les termes qu'on vient d'expliquer avant. Et donc là, c'est le rôle des avocats aussi d'intervenir pour que les juges interprètent correctement le harcèlement, par exemple. On peut dire, voilà, là c'est un avocat qui va intervenir pour expliquer dans l'esprit de la loi ce que veut dire le harcèlement et pour montrer pourquoi ces personnes qui ne me regardent pas sont aussi coupables de harcèlement. Ce sera un rôle de l'avocat, et là le centre peut aussi intervenir et soutenir les avocats. Oui, on a dit tout à l'heure qu'on n'intervenait pas systématiquement en justice, mais dans énormément de dossiers, on est en soutien des avocats des victimes pour leur donner la matière nécessaire pour avoir les bonnes interprétations au niveau des comportements interdits et des discriminations. Bonjour, je viens de l'association UETD département jeunesse. En fait, en tant qu'étudiant, je voulais savoir s'il est possible de demander un endroit pour prier dans les écoles, dans les universités ou dans les hautes écoles. Est-ce que le refus de la part de l'école est considéré comme une forme de discrimination? Alors, en Belgique, on n'est pas dans un système comme au Canada, par exemple, où ce genre de demande est considéré comme des demandes d'aménagement raisonnable au même niveau qu'on a expliqué pour le handicap. Donc, légalement, l'école a le droit, enfin, l'université aura le droit de refuser. Mais ce refus, ça doit être motivé. Ce que nous, on vise dans ce genre de cas, c'est établir un espace de concertation. Que cette demande soit au moins acceptée pour être discutée. Qu'on puisse avoir un échange sur ce genre de cas, que l'ensemble des parties que ça préoccupe puissent avoir leur mot à dire, que l'université puisse défendre ses arguments, que l'association ou le groupe étudiant puisse défendre ses arguments, qu'une personne extérieure soit consultée pour voir si c'est faisable. C'est ce que nous, on porte. On a beaucoup d'entreprises qui nous demandent, mais on a telle question. Est-ce que dans les cantines, je dois avoir l'ensemble des repas? Est-ce que dans les prisons, il faut avoir l'ensemble des repas? Halal ou halal ou peu importe, qui
qui suivent les prescriptions religieuses. Est-ce qu'on peut prier? Mais si on peut prier quand? Est-ce qu'on peut prier en même temps que les pauses cigarettes, par exemple? Est-ce qu'on peut prier dans le local qui est prévu pour la méditation? Et donc, on vise d'une part à encourager la concertation, qui n'est pas juste un refus sans négociation, sans concertation, sans discussion. Et d'autre part, on essaie de désacraliser, déreligieuser, je ne sais pas comment l'exprimer, mais sortir du cadre religieux. C'est ce que j'explique. D'accord, il y a la prière, mais quel est votre système, vous, en tant qu'employeur, pour permettre de fumer? Ah, vous prévoyez des pauses. Peut-être qu'on peut prévoir un mécanisme qui permet aux personnes de prier, comme un mécanisme qui permet aux personnes de sortir pour fumer. Donc essayer de sortir du religieux pour en fait dépassionnaliser le débat et considérer ce débat comme quelque chose de tout à fait normal et sur lequel on peut discuter et trouver des solutions si on est un peu consciencieux et intelligent pour trouver ces solutions. C'est l'approche. Mais en effet, le droit ne donne pas la réponse. Pour l'université, par exemple, ça pourrait être intéressant de voir est-ce qu'il y a des locaux pour des associations, aussi des locaux de détente aussi, et dans quelle mesure est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui seraient intéressés d'avoir un local silence ou un local quelconque, et est-ce qu'il y a moyen de mettre ces demandes ensemble et d'être ainsi plus fort aussi par rapport à l'université, et parfois d'avoir moins cette confrontation un peu c'est les musulmans qui veulent prier par rapport aux autres. Donc, et d'être, en tout cas, même si vous êtes constructif dans votre demande, mais en tout cas que l'autre partie aussi comprenne que vous êtes vraiment constructif et voit aussi, on a un rôle positif à jouer là-dedans. Voilà. Et mais le centre peut aussi, on a des outils là-dessus, pourquoi pas aussi, on peut parfois intervenir, bon, on ne peut pas tout faire parce qu'on a un personnel limité, mais pourquoi pas nous contacter et demander voilà quels sont vos modèles, qui sont plutôt en entreprise, mais ça peut être intéressant, l'université aussi. C'était un monsieur? Ah, pardon. D'abord. Allez-y. Terminé, vous avez le micro. C'est parce que je suis pas rasé. En fait, voilà, je souhaitais prendre la parole pour exposer un cas pratique. La situation d'une personne que je connais dans le secteur de l'emploi. Donc cette personne est sujette à un acharnement de la part de son supérieur. Et cela va donc des insultes aux remarques racistes, comme ceux d'une personne turque. Et le souci, c'est que c'est une petite et moyenne entreprise, il n'y a pas de représentant syndical dans cette société, donc il ne peut pas spécialement faire le premier pas de demander un rendez-vous et de parler à cette personne qui est représentant du syndicat pour lui exposer ce cas de harcèlement. Alors, quelle démarche peut-il prendre et comment pouvez-vous l'aider? Parce qu'en fait, en bon père de famille, comme les temps sont durs, il a un emploi, il ne veut pas le perdre non plus, il en a besoin parce qu'il a une famille, etc. etc. Mais bon, que pouvez-vous faire pour lui et quelle action doit-il prendre? Moi, je proposerais qu'il nous contacte pour un premier entretien, etc. Et pour qu'on puisse voir aussi comment le protéger, en fait. Parce que maintenant, je vais aussi vous dire d'autres choses qu'il peut faire, mais sans connaître tout le contexte et sans connaître aussi éventuellement, est-ce que lui, il pense qu'il y a moyen d'aller parler, d'aller sensibiliser son patron ou pas. Voilà, ça. Mais d'après ce qu'il m'a expliqué, il a déjà demandé à lui parler, en lui demandant la raison derrière ses actes. Et d'après lui, la personne est un petit peu instable. Elle arrive en fin de carrière, elle termine sa carrière et donc elle a une vie où elle vit mal peut-être certaines choses et elle cherche un exutoire dans le milieu du travail. Parce qu'apparemment, il n'est pas le premier à avoir subi ça. C'est un petit peu la dernière personne qui arrive dans la société qui devient un petit peu le bouc émissaire, la tête de turc Oui. de cette personne-là. Bon, ce que je conseillerais aussi, c'est d'essayer chaque fois que quelque chose se produit, de le noter de façon la plus détaillée possible. L'enregistrer.
avec son geste. L'enregistrer, oui, aussi, tout à fait. Aussi voir qui sont les témoins éventuels, les personnes. Vous dites qu'il y avait. Mais bon, ça va être délicat. C'est évidemment, délicat, parce que Est-ce tout qu'il y a le des monde personnes qui n'y travaillent plus, qui connaissent, bon, mais enregistrer aussi, ou bon, des mails, ça c'est parfois, c'est pas par mail. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, bon, c'est nous contacter pour qu'on puisse justement parler de tout ce contexte, voir combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'il a déjà entrepris. Une autre chose qu'on va aussi sans doute voir avec lui, c'est est-ce qu'il y a un conseiller en prévention. Ça c'est des choses très spécifiques prévues par la loi. Normalement, où que vous travaillez, dans le règlement de travail, il est prévu un conseiller en prévention, soit en interne, souvent dans les plus grosses entreprises, soit en externe. Le conseiller en prévention, bon, c'est pas non plus la solution miracle. Ils vont faire une enquête, ils vont faire un rapport que nous, on pourra voir, bon, en partie ou en tout, ça dépend de parfois un peu de leur volonté. Bon. Et j'imagine qu'il est syndiqué, il n'y a juste pas de délégué. Parce que s'il est syndiqué, il peut aussi aller à la centrale du syndicat chez les permanents et demander un entretien juridique. Voilà. Mais la première chose à faire, c'est écrire, enregistrer, enfin noter, enregistrer et nous contacter. Voilà. Merci.